Alors, intéressons-nous maintenant à un gros morceau, à savoir les fonctions. Alors, les fonctions, on va en entendre parler pendant quasiment toute la piscine, puisque dans un langage fonctionnel, il y a fonction, donc vous vous rendez bien compte qu'il y a un rapport. On va en retrouver tout le temps, on va se rendre compte que c'est quelque chose qui est vraiment très puissant dans ce langage, on peut faire énormément de choses avec les fonctions. Là, je vais me contenter de vous montrer quelques exemples simples sur comment est-ce qu'on définit une bête fonction, puis comment est-ce qu'on définit une bête fonction récursive, pour que vous ayez les outils nécessaires pour pouvoir faire les exercices du jour. Donc, ça va être très simple, mais en tout cas, ça sera suffisant. Alors, je vais faire 3 petits exemples. Dans le premier, je vais tout simplement vous montrer comment on définit une bête fonction. Moi, j'imagine qu'avec les exemples depuis le début des vidéos, vous commencez à avoir une idée de comment ça fonctionne. Mais ici, je vais l'officialiser. Dans le deuxième exemple, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait une simple fonction récursive, tout simplement, puisqu'il y a une petite subtilité à connaître sur le langage. Donc on verra ensemble. Et du coup, si vous avez la possibilité de faire une fonction récursive, vous n'avez donc plus jamais besoin de boucle for ni de boucle while, et vous pouvez donc répéter du code grâce à ça. Et dans le troisième petit exemple, on va faire un exemple un peu plus avancé où on va avoir une fonction récursive qui va être nestée dans une autre fonction. Parce que je vous ai dit, les fonctions, c'est des valeurs comme des autres, on peut en faire exactement la même chose que n'importe quelle autre valeur, des entiers, des flottants, whatever. Et puis en particulier, on verra qu'on pourra avoir des fonctions dans des fonctions, et ça a des caractéristiques qui sont assez intéressantes. Puisque les fonctions définissent des scopes, en fait. Donc on va pouvoir enfermer des petites fonctions utilitaires pour faire des boucles ponctuellement, vous allez voir, c'est très pratique. Alors, commençons tout de suite avec le premier exemple de la fonction la plus simple possible. Alors, on retrouve l'environnement de compilation que je vous avais montré sur les Hello World. Vous avez vu que tous les exemples que j'ai fait dans les vidéos précédentes, c'était tellement basique que j'ai utilisé l'interprète. Là, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin, donc je vais passer en mode compilé, je vais compiler ces exemples, etc. On pourra voir ensemble le résultat que ça s'exécute normalement. C'est ça que je vous demande pour les exercices, d'accord? Pour l'exercice, vous ferez des programmes complets que vous allez compiler, que vous pourrez exécuter normalement avec le compilateur OCaml-opt, le compilateur natif. Alors, allons-y sans plus attendre. Donc on va retrouver ce qu'on avait vu dans les Hello World. Donc je vous avais mis ici cette petite ligne. Donc là, pour l'instant, ne cherchez toujours pas à la comprendre, c'est pas grave. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va définir une fonction main qui ne prend aucun argument. Donc souvenez-vous, ça c'est unit, en fait, c'est pour dire elle prend pas d'argument. Donc je sais bien qu'on peut mettre AC et AV sur le main, mais on verra ça plus tard parce que ça fait appel aux listes et aux tableaux en camel, et on verra ça dans les prochains jours. Donc pour l'instant, pas d'AC et AV, on va juste prendre un main sans paramètres envoyés depuis le shell. Et donc on a du code dedans. Et en particulier ici, on voit que ce soit ma fonction main ou ici la petite fonction add que je définis, la syntaxe est la même. On va commencer par le petit mot-clé let. Voilà, une fonction, on va définir une liaison aussi en réalité, mais elle est légèrement différente puisque c'est une fonction. Le principe, c'est qu'on va pouvoir dire que notre fonction s'appelle donc add, let add, et on liste ensuite le nom des paramètres. Ici, on va mettre 2 paramètres, x et y. Donc vous voyez, il n'y a pas de parenthèse, il n'y a pas de virgule, c'est juste, vous mettez les noms à la suite. Donc c'est très simple, on termine par le signe égal, et à droite du signe égal, ça va être le corps de la fonction. Sachant que, comme c'est toujours une seule expression, aussi complexe soit-elle, c'est bien évidemment la valeur qui est calculée par l'intégralité de cette expression qui va être renvoyée par la fonction. Donc dans le cas de ma petite fonction add ici, l'expression elle est très simple, c'est x plus y, donc je renvoie la somme des 2 paramètres. Ici, on voit d'ailleurs qu'on peut déterminer tout seul le type de add, on peut faire une inférence. On sait que le signe plus, la fonction qui est cachée derrière, elle est de type int, flèche int. Donc par inférence, x et y sont des entiers. Donc par inférence, on sait que la fonction add a le type int, flèche int. Elle prend 2 entiers et elle renvoie un entier. Ici, la fonction main, on voit que je vais faire quelques effets de bord, donc je vais afficher une string. Ici, vous voyez, je mets le simple point-virgule qui permet de chaîner des expressions à effet de bord. Donc, étant donné que cette expression à effet de bord n'est pas la dernière de la liste des expressions chaînées, elle a donc le type unit. Souvenez-vous, print string, c'était de type string flèche unit, donc ici, on est bon. On continue, la ligne du dessous, print int. Alors la petite subtilité, on voit que ce que je veux passer en paramètre à print int, c'est le résultat de l'addition de 20 et de 22. Donc là, je suis obligé de parenthéser, parce que si je n'avais pas mis les parenthèses, alors attention, ce ne sont pas des parenthèses de paramètres en C, ce sont des parenthèses comme vous auriez en mathématiques pour la précédence des opérateurs fois multiplier. Ici, ce que je veux dire, c'est on va d'abord évaluer cette expression-là, donc du coup faire l'appel à add, puis ensuite on va évaluer l'expression de printInt avec le résultat de tout ça. Okay,
Donc ici, on se rend bien compte que l'appel de fonction, pour lister les arguments, on met juste un espace. Ça, vous avez vu depuis le début des vidéos comment ça fonctionne. Mais là, je vous le dis officiellement. Donc voilà, pour appeler une fonction, on liste ses paramètres en les séparant par un espace. On va parler d'application de paramètres. Si vous voulez un petit peu de vocabulaire technique, si on dit qu'on applique 20 et 22 à la fonction add. Si vous vous en foutez, c'est pas grave. Donc ici, on sait que la fonction printInt, elle est de type int flèche unit. Donc l'évaluation de toute cette expression, ça va être add de 20 plus 22. 20 plus 22 sont des entiers, donc ici ça passe. Plus c'est int flèche int. Donc add c'est int flèche int. Donc le résultat ici c'est un entier, donc toute la parenthèse s'évalue vers un entier. PrintInt prend en paramètre un entier, donc le typage est bon, et ça s'évalue vers unit, l'intégralité. On voit que ici on n'est pas dans notre dernière expression à effet de bord de notre séquence. On a encore un point virgule, donc ici ça s'évalue bien vers unit, on est content. Pour terminer, la troisième expression à effet de bord, on fait simplement un print char, qui est en char flèche unit. Ici, je prends un backslash n en paramètre. Vous doutez bien ce que ça va faire. Donc là, j'ai réinsisté là-dessus parce qu'il faut bien comprendre ici la séparation, les points-virgules. Ça sert bien de séparation. Ça ne termine pas une instruction. Ça sépare des expressions. Il faut vraiment vous le mettre dans la tête parce que si vous mettez un point-virgule ici, le compilateur va vous insulter. Alors, que dire d'autre ici? On n'est pas trop mal. Je pense que cet exemple-là, on va pouvoir le compiler. Donc j'imagine que vous avez une bonne idée de ce que ça va donner. Mais si je fais un ocaml opt de mon fichier sample1.ml, sample1.ml, je le compile, je lance -1.out, résulte 42, tout a très bien fonctionné. Tiens, pour information, regardez, si je vous mets ici là, le point virgule, vous allez voir, on va avoir un problème. Je compile, hop, ça ne fonctionne pas. Ok, syntaxe error. Ok, alors continuons maintenant. Nous allons nous pencher sur un cas vachement plus intéressant, à savoir les fonctions récursives, puisque ça sera votre seul et unique moyen de faire des boucles. Alors, on retrouve toujours la structure du fichier de base, d'ailleurs, le let unit égale main unit, let main unit égale, vous pouvez les garder, vous en servez de template dans votre fichier, et vous commencez à remplir l'expression qu'il y a dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous allons avoir la définition d'une fonction récursive, la célèbre fonction factorielle, puisque dès qu'on veut faire une fonction récursive dans un exemple, on utilise factorielle parce qu'elle est très simple. Alors, vous voyez ici une petite particularité, c'est que j'ai introduit un petit mot-clé, rec, qui se place entre le let et le fact. Ça, c'est pour informer le compilateur que s'il trouve le nom de la fonction dans l'expression qui définit la fonction, il ne faut pas qu'il panique, elle existe. Alors, ça, vous allez me dire, mais c'est trop bizarre, dans plein de langages, on peut faire des fonctions récursives, on n'a pas besoin de le préciser. En réalité, c'est lié à la façon dont OCaml fonctionne. On verra ça quand on parlera de fermeture lexicale un peu plus tard. Il est nécessaire de préciser que la fonction est récursive. C'est très compliqué à vous expliquer comme ça, on pourra en discuter en off si vous voulez, mais c'est très éloigné du cadre de la piscine. Après, on pourra parler de points fixes si vous avez fait des maths. Pour l'instant, contentez-vous de savoir que si vous mettez le petit mot-clé rec, votre fonction va être récursive et va compiler. Si vous omettez ce petit mot-clé rec, vous aurez une erreur de compilation qui vous dira que ici, fact est inconnu et il ne saura pas quoi en faire. Donc faites bien attention. Si vous êtes sûr d'avoir écrit une fonction récursive et que pourtant c'est une erreur de compile, généralement c'est que vous avez oublié le petit mot-clé rec ici. Alors ensuite, la structure de la fonction, elle est exactement comme n'importe quelle fonction récursive que vous écririez dans n'importe quel langage. À savoir que on va avoir un test pour vérifier si on est dans le cas de base ou si on est dans le cas récursif. Dans le cas de la factorielle, pour tester si on est dans le cas de base, on regarde si le nombre qu'on nous a envoyé il est inférieur ou égal à 1. Dans ce cas-là, on choisit de renvoyer 1. On ne va pas parler de nombre négatif. Donc à partir de là, le cas de base, ici, c'est 1. Plus intéressant maintenant, on a le cas récursif, donc dans le cas où n est strictement supérieur à 1. Donc à partir de là, on va tout simplement faire la formule de la factorielle habituelle. On va multiplier n par le résultat de factoriel de n-1. Et quand on va boucler comme ça, on va retomber sur le cas de base et ça va dépiler les frames et à la fin, on va réussir à retrouver notre valeur. C'est juste une fonction récursive. Alors, une petite note supplémentaire là-dessus, il faut savoir qu'il est possible d'écrire des fonctions récursives dans une forme spéciale qu'on appelle récursion terminale, qui permet d'avoir des fonctions récursives qui tournent indéfiniment sans faire de Stack Overflow.
Pour l'instant, c'est hors du scope, vous le verrez dans quelques jours avec Antoine quand on reviendra plus profondément sur les fonctions récursives. Pour l'instant, les calculs qu'on vous demandera en exercice seront largement insuffisants pour pouvoir faire des Stack Overflow. Donc si vous avez Stack Overflow, c'est de votre faute, pas celui du langage. Alors, après, pour l'appeler, hein, c'est le même principe. On voit, j'appelle ma fonction, je lui passe son paramètre. Donc à partir de là, on peut faire une petite réflexion sur l'inférence de type, puisque ici, on voit que le cas factoriel, c'est un petit peu intéressant de définir son type. Puisque il n'est pas simple, puisque le type de la fonction, on va avoir besoin de définir le type de la fonction pour définir le type de la fonction. C'est plus simple que ça en réalité. Alors qu'est-ce qu'on peut savoir? Alors ça, on sait que ça va s'évaluer vers un booléen, puisqu'on a une comparaison, et que donc le comparaison, il est n'importe quel type comparé à n'importe quel type, mais le même type renvoie un booléen. Donc ici, on voit qu'on a une comparaison sur 1. Donc on sait que ce n'importe quel type, c'est un entier. Donc par inférence de type, on sait que n doit être un entier. Donc c'est cool, on sait que maintenant n est un entier. Donc notre fonction, ça sera int flèche quelque chose. Donc à partir de là, ça s'évalue par un booléen, on est content. Donc maintenant, on va pouvoir aller voir les deux branches. Donc la branche zen, elle est très simple puisqu'elle s'évalue vers 1, donc ça va être forcément une inférence de type vers un entier. Plus intéressant maintenant, on a le cas récursif. Donc le cas récursif, on ne peut pas trouver directement, mais on a plusieurs indices. Le premier, c'est qu'on sait ici que notre multiplié, lui, il est int, flèche int, flèche int. Et on sait que int est un entier. Donc ça veut dire qu'il faut absolument que ce soit un entier. Notre factoriel prend en paramètre un entier. On sait que le moins, c'est int, flèche int, flèche int. Donc n-1, ça va donner un entier aussi. Donc jusque-là, ça type. Et ensuite, le retour de ça, eh bien, ça va forcément être un entier, puisque la seule façon de sortir de cette fonction, c'est de passer par le cas de base. Et à partir du moment où on est passé par le cas de base, on va remonter les stacks de piles, et à chaque fois, fact va s'évaluer vers un entier. Et le typage est bon, c'est consistant, ça fonctionne. Donc on sait que l'inférence de type qui va être faite par le compilateur sur notre fonction fact, ça va être int flèche int. Je vous refais pas la leçon sur le main, hein, c'est exactement la même chose que tout à l'heure avec les séquences. Faites bien attention, le point virgule c'est un séparateur. Ah, j'attire aussi sur votre attention sur le fait qu'ici il n'y a pas le double point virgule. On est d'accord que le double point virgule c'est uniquement pour terminer une expression dans l'interprète. Ici on passe en mode compilé, on écrit un vrai programme, on y va sérieusement, donc il n'y a pas du tout de double point virgule à mettre. Alors allons-y, compilons. De mémoire, ça doit calculer la factorielle de 5. Ça compile. On exécute. Factorielle de 5 égale 120. Jusque-là, on n'est pas trop mal. Alors, continuons. Maintenant que nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait définir une fonction bête et méchante, maintenant qu'on sait définir une fonction récursive, donc on sait faire une boucle, on va pouvoir rentrer sur un exemple un petit peu plus gros, et là je pense qu'on va regarder ensemble notre première vraie fonction de Camel, comment est-ce que ça va être construit. Alors elle est encore un peu préhistorique parce qu'il nous manque beaucoup d'éléments de syntaxe, mais en tout cas avec ce qu'on a, on ne pourra pas faire beaucoup mieux pour aujourd'hui. Donc je vous propose d'écrire une petite fonction qui va tout simplement lister les digits de 0 à 9, les caractères de 0 à 9. Bien sûr, on ne va pas écrire 0, 1, 2, 3 à la main, il faut que ça le calcule pour nous. Alors allons-y, sample 3. Alors je vous passe le boilerplate autour, le let, unit, main, tout ça, ça c'est des trucs que vous recopiez, on s'en fiche. Ici ce qui est intéressant en revanche, c'est donc l'appel à notre fonction ftPrintDigit et bien évidemment la définition de cette fonction. Vous voyez, elle est beaucoup plus importante. On a beaucoup de choses à dire ici. On va utiliser à peu près tout ce qu'on a vu en fait depuis le début de ces vidéos. À peu près tout est présent dans cette fonction, donc ça fait une excellente conclusion pour tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, je vous avais dit qu'on pouvait faire des liaisons, et en particulier ici, je vais les utiliser. Je vais tout simplement en servir pour récupérer le code ASCII des caractères 0 et 9. Donc pour cela, j'utilise deux fonctions de conversion, int of char, enfin non, ici une, il y aura char of int plus tard probablement, mais ici int of char. Donc vous trouverez la documentation dans Pervasive. Si vous regardez caractère opération, vous verrez int of char et char of int avec les types qui vont bien. Alors, il existe un module char qui propose beaucoup plus d'opérations sur les caractères. Il vous est interdit pour l'instant, donc vous n'aurez que ces deux fonctions-là à votre disposition pour travailler sur les codes ASCII. Franchement, ça me paraît amplement suffisant. Alors, je crée une première liaison pour récupérer le code ASCII du caractère 0, donc sur le retour de la fonction int of char du caractère 0. Et donc, j'ai un nom qui s'appelle ASCII of 0, qui est disponible à droite du in pour l'expression suivante.
L'expression suivante est elle aussi une liaison. Donc cette liaison, ça va être une liaison du nom ASCII of 9 sur le retour de int of char du caractère 9. À droite du in, j'aurai donc la possibilité d'utiliser le nom ASCII of 0 et le nom ASCII of 9 pour faire référence au résultat de ces deux calculs-là. Donc ici, c'est beaucoup plus intéressant, puisque nous avons à nouveau une liaison, mais celle-ci, elle est vachement plus poilue. Ici, en réalité, je vais définir une sous-fonction qui va me permettre de réaliser une boucle. Et vous allez voir que cette fonction, évidemment, comme elle va boucler, elle est récursive, mais surtout, je l'ai très intelligemment appelée loop. Comme ça, je me suis dit que ça serait un petit peu obvious. Donc cette fonction, elle va prendre un paramètre et on va voir ce qui se passe dans un instant. Avant de la détailler, je vous propose de sauter directement à la suite pour qu'on voit que c'était très simple. On se dit, ici, on a une liaison in, l'expression du dessous. Ici, on a une liaison in, l'expression du dessous. Ici, on a une liaison in, l'expression du dessous. Okay, donc c'est ce in-là qui ferme, en fait, cette liaison-là. Donc la liaison, ça va être une fonction loop qui va fonctionner de la façon suivante. Alors, elle prend un paramètre qui s'appelle ASCII of current digit, et je vais tout simplement tester si le code ASCII du digit en cours, eh bien, il est inférieur ou égal à 9. Je vous rappelle, hein, dans les fonctions récursives, on va avoir le cas de base ou alors le cas récursif. Donc ici, le cas de base, il va être très simple, c'est on ne fait rien, puisque quand on est arrivé à 9, le cas de base, on ressort. La fonction ne fait que afficher, elle type vers unit, donc il n'y a pas de branche else. Souvenez-vous la vidéo sur if then else. Dans le cas où la branche then, elle s'évalue vers unit, on n'a pas nécessité de mettre de branche else. Alors, tant que notre ASCII courant est inférieur à l'ASCII de 9, donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le caractère qui correspond au code ASCII courant. Donc je vais utiliser la fonction char of int, l'inverse de celle-ci, char of int du code ASCII courant. Donc ça, je récupère bien un caractère. Hein. Ça, c'est de type int. Ça, c'est de type int of char, enfin de int vers char. Et ici, on a donc bien un char. Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est que dans mon expression if, en particulier dans la branche then, je fais à nouveau une liaison. Et j'ai tout à fait le droit de faire ça. Donc, j'aurais pu utiliser directement cette expression-là ici en lieu et place de char of current int, mais pour des questions de clarté, je préfère faire une liaison intermédiaire. Je récupère le caractère qui correspond à mon code ASCII, et à droite du in, donc cette expression-là, je vais pouvoir utiliser ce nom. En particulier, je vais afficher ce caractère à l'aide de printchar. Donc je passe ici le paramètre à printchar qui était le nom que j'ai lié ici. Et je veux ensuite récurser. Donc là, comme j'ai eu un effet de bord, je peux faire un petit séquençage d'expressions. Donc ici, c'est évalué vers unit, on est très bien. Je mets mon petit point virgule. Et ce qu'il y a à droite, ça sera le reste de l'expression. Et en particulier ici, l'appel récursif. Donc tout simplement, je fais un appel à ma fonction loop en lui passant en paramètre, et bien tout simplement le code ASCII suivant. Et c'est très simple. Et comme ça va boucler jusqu'à ce que j'arrive au code ASCII de 9. Alors, voyons voir comment ça se termine. Donc j'ai défini, ici je fais une liaison sur le code ASCII de 0, le code ASCII de 9. Ici j'ai fait une liaison sur une fonction qui me permet de faire le bouclage. Et ici, pour terminer, tout simplement le gras de ma fonction print digit, ça va être tout simplement un appel à la fonction loop intermédiaire avec comme paramètre la première valeur de notre boucle, à savoir ASCII of 0. Le premier code ASCII que j'avais lié ici. Et donc à partir de là, ça va boucler, ça va tous nous les afficher. Quand j'ai terminé, je fais mon print char de \n à la fin pour que ça fasse un affichage propre, et j'ai terminé. Donc ça, c'est de très loin l'exemple le plus intéressant qu'on verra aujourd'hui. D'ici quelques jours, vous vous rendez compte que pour écrire une telle fonction, il y a des moyens qui sont infiniment plus simples et élégants, mais là, en tout cas, avec les armes qui sont à notre disposition, on ne peut pas faire mieux. Donc je vous propose de prendre 2 secondes pour la lire. Et en attendant, je vous propose de faire une petite compilation pour s'en convaincre. OCaml opt de sample 3. Ça compile, j'exécute et j'ai bien tous mes digits qui sont affichés dans l'ordre croissant de 0 à 9 avec un \n à la fin. Donc voilà qui met un terme à cette vidéo sur les fonctions simples en OCaml. Je vous rappelle, on a vu la fonction bateau qui n'a rien à se reprocher. On a vu une fonction récursive simple avec la factorielle où il ne fallait pas oublier l'ajout du petit mot-clé rec pour préciser au compilateur qu'on a affaire à une fonction récursive.
Et enfin, dans ce troisième exemple, on a vu un programme un petit peu plus gros, un petit peu plus sérieux, où là on s'est rendu compte que on pouvait définir des fonctions dans des fonctions pour n'importe quel intérêt, mais ici l'intérêt était quand même de pouvoir s'en servir pour faire une loupe. Et donc on a écrit notre petite boucle à l'aide d'une fonction. On voit que c'est très clair quand même, on comprend très bien ce qui se passe. Donc voilà. Ceci met un terme à cette première session de vidéo sur les bases d'OCaml et je vous retrouve dans un instant pour la conclusion de la journée. A tout de suite!